Ok, bonsoir à tous et à toutes. On est dans la paracha d'Achemot et Kedoshim de Parashot. Et la paracha d'Achemot commence avec en fait, la continuité d'une histoire qui avait commencé dans la paracha de Shmini et dont on avait parlé. Et je voudrais reprendre le même concept et le développer un peu plus comme le Rabbi le fait. Alors, le concept, c'est la mort des deux enfants de Aaron. Juste pour donner un peu l'histoire, le contexte. L'histoire se passe Rosh Chodesh Nissan, un an plus ou moins après la sortie d'Égypte. Je dis plus ou moins parce que la sortie d'Égypte c'était Pessah, donc le 15 Nissan, Rosh Chodesh Nissan, donc un petit peu avant. Et c'est les célébrations, toutes les festivités qui sont liées au, euh, à l'inauguration du Mishkan et du Mizbeach, etc. Ce jour-là, parmi toutes les festivités qui sont en train de se mettre en place, Aaron, deux des quatre enfants d'Aaron, Nadav et Avihu, rentrent dans le Kodesh HaKodashim en amenant des Esh Zara, nous dit le Passouk, la paracha Shmini, un feu étranger, ils amènent des Ktoret, et ils vont mourir dans le Kodesh HaKodashim. En plein milieu de toutes ces fêtes-là, voilà ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est une catastrophe, c'est triste, ça a un impact bien sûr la joie, de l'autre côté, il faut continuer. En tout cas, on en parle dans la paracha de Shmini, on en parle, et Hachem va donner à Aaron une mitzvah particulière qui va être pour Aaron et pour les Kohanim. Et on reprend l'histoire ici dans la paracha de cette semaine Achré. Donc entre les deux, on a eu Tazria et Metzora. Et l'histoire reprend Achré Mot Shnei Bnei Aaron, après la mort donc des enfants de Aaron. Et dans la paracha de Shmini et dans la paracha de cette semaine, il y a deux mitzvot qui sont la conséquence de cette histoire-là, du décès des enfants de Aaron. J'aimerais mettre une parenthèse parce que ça je veux partager un point intéressant par rapport à cette histoire des enfants de Aaron. Les Mefarshim posent la question entre le Rachaim qui nous dit qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. L'histoire de la mort d'Aaron, des enfants d'Aaron, pardon. Qui est la chose suivante. Les enfants d'Aaron ont fait une faute. Il n'y a pas de souci. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, quelle que soit exactement la faute. On en a parlé la dernière fois un peu plus longuement, mais ils ont fait une faute. Mais pourquoi est-ce qu'Aaron, en tant que père, en tant que papa, et bien sûr sa femme, en tant que maman, pourquoi est-ce qu'eux doivent passer par cette épreuve extrêmement douloureuse de perdre leurs enfants? Qu'est-ce qu'eux ont fait? Qu'est-ce qu'Aaron en particulier, parce qu'on parle dans le chumash d'Aaron, qu'est-ce qu'Aaron a fait pour pouvoir mériter ça? Et on va mettre cette histoire de côté pour l'instant et on va revenir à une autre histoire que le Rachaim met en parallèle. L'autre histoire, c'est quoi? L'autre histoire, c'est l'histoire du Egel Hazav. Aaron, comme on le sait, on va commencer avec Moshe. Moshe n'est pas revenu exactement à l'heure auquel le peuple juif l'attendait. C'est un peu la panique. Ils voulaient faire quelque chose avec une espèce d'idole ou de Dieu pour remplacer Moshe. Aaron décide de prendre les choses en main, de pouvoir plus ou moins essayer de contrôler la situation. Donc il dit, c'est moi qui vais m'en occuper. Donc il met en place, c'est lui qui va fabriquer au bout du compte le Egel Hazav. Il va être puni. Moshe va prier pour lui et la punition sera réduite de 50%. Quelle est la punition pour Aaron? C'est que ses enfants vont mourir. Moshe a prié et donc sur les 4 enfants qu'Aaron avait, il n'y en a que 2 qui vont mourir. Et le roi Hachem Akadosh prend ces 2 histoires et dit, vous voyez ce qui se passe? Voilà la justice d'Hachem. Il n'y a rien qui s'est passé. Personne n'a souffert quoi que ce soit, si ce n'est à cause de leur faute à eux. Les enfants de Aaron, ils ne sont pas morts parce que c'était la punition de Aaron. Ils sont morts parce qu'ils ont fait leur faute à eux. Ils sont rentrés dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, alors qu'ils n'auraient pas dû faire. Pourquoi est-ce que Aaron a souffert la mort de ses enfants? Ça, c'est l'histoire du Egel Hazav. Donc, dans l'histoire d'Egel Hazav, Aaron devait passer par cette épreuve, la souffrance de ses enfants. Ses enfants ne sont pas morts à cause de Aaron. Ses enfants sont morts à cause de leur faute à eux. Et quand les enfants font leur faute, Aaron n'a pas souffert la perte de ses enfants à cause de eux. C'était sa responsabilité à lui. Donc, c'était juste un exemple de la justice divine où chaque chose s'emboîte parfaitement
dans l'autre. Alors, on n'a pas, bien sûr, la perspective d'Hachem, on n'a pas la perspective sur, des fois, c'est la perspective, c'est plus ou moins la même génération, c'est Aaron et ses enfants. Des fois, c'est des choses qui vont s'étaler sur plusieurs générations. Entre autres, l'histoire de Yosef est vendu par ses frères qui vont être punis. Donc, on retrouve dans l'histoire des 10 martyrs, à Sarah ou Malchut. Il y a tellement de Mefarshim et tellement de Midrashim qui mettent les deux ensemble et qui expliquent exactement ce qui s'est passé, etc. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais juste pour ce point-là, de la justice divine, où tout fonctionne et tout s'emboîte exactement de manière la plus parfaite, personne ne souffre quelque chose que la personne n'est pas censée traverser, et à cause d'eux-mêmes, pour une raison ou une autre, des tikkunim, des choses, on n'a pas la connaissance, mais il y a des choses qui sont faites parfaitement. Donc ça, je referme cette parenthèse par rapport à ça, donc par rapport à l'histoire de la mort des enfants d'Aaron. Donc, on revient à l'histoire même. Dans la paracha de Shmini, Hachem va donner une mitzvah à Aaron qui est Yain b'shechar al teshte, ne pas boire de vin. Les Kohanim ne peuvent pas boire du vin et ensuite faire la voda dans le Beth Amikdash. Si quelqu'un a bu du vin, il est disqualifié, et on ne peut pas faire la voda. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'à de nos jours, dans la Tfila, en particulier dans l'Amida et en particulier dans Chazarat Hashaz, la répétition de l'Amida, Shacharit, qui se passe normalement avant le petit déjeuner, avant d'avoir bien mangé, on fait Birkat Kohanim dans la Chazarat Hashaz. À Mincha, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Parce qu'à Mincha, on assume que les Kohanim ont déjà mangé et bu, un verre de vin qui va avec le déjeuner, disons, et donc on ne peut pas faire Birkat Kohanim qui fait partie de la Voda. À part les jours de jeûne, parce qu'un jour de jeûne, il n'y a pas eu, les Kohanim n'ont pas mangé. Donc là, effectivement, on peut faire Birkat Kohanim dans la Chazarat Hashaz. Donc ça continue. D'ailleurs, c'est non seulement que ça continue sur ça, mais un point intéressant qui est relié avec Mashiach et avec les Géoula, une halakha qui est reliée à ce point-là. Pas vraiment une halakha, mais quelque chose qui aurait pu être une halakha. Dans le Beth Amikdash, il y avait Baruch Hashem plusieurs Kohanim, et donc il y avait un système de rotation où chaque semaine, il y avait des familles différentes de Kohanim qui travaillaient au Beth Amikdash. Donc à travers l'année, il y avait des mishmarot, il y avait des tours qui se faisaient, et chaque famille avait son tour de travailler dans le Beth Amikdash, à part les Kohanim pendant les Yom Tov, les Yom Tovim, là, tous les Kohanim qui étaient là, à Yerushalayim, pouvaient travailler dans le Beth Amikdash. À l'intérieur des familles, chaque Kohen avait son tour, donc s'il y avait une famille qui était Baruch Hashem, une grande famille, etc., ils se divisaient le travail, et donc chaque jour, il y avait un Kohen qui avait son jour de travail au Beth Amikdash. Un Kohen qui était censé travailler au Beth Amikdash ne peut pas donc boire de vin ce jour-là. Il y a une discussion, à savoir aujourd'hui. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas de Beth Amikdash. Mais de l'autre côté, si le Beth Amikdash est reconstruit, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'un Kohen a droit aujourd'hui de boire du vin, sachant que Mashiach peut venir, on peut avoir le Beth Amikdash? Alors il y a une machloket. Une opinion dit non. Un Kohen peut boire du vin, il n'y a pas de souci. Kalkalatan zutakanatam. Le fait est qu'on ne sait pas, aucun Kohen ne sait à quelle famille il appartient. Et donc, quel serait le choix? Soit, par doute, il pourra boire de vin aucun jour de l'année, au cas où, soit on lui permet. Et donc, la halakha est que les Kohanim de nos jours ont le droit de boire du vin n'importe quel jour, parce que, étant donné qu'ils ne savent pas quel jour est la Mishmat, et qu'on ne va pas les empêcher de boire du vin toute l'année, ils peuvent boire du vin n'importe quel jour, il n'y a pas de souci. Mais comme j'ai dit, il y a une autre opinion qui dit non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Beth Amikdash qui arrive, ils ont bu du vin, ils ne pourront plus travailler dans le Beth Amikdash, ils vont être disqualifiés. C'est pas juste. Et donc, d'après cette opinion, qui n'est pas halakha, d'après cette opinion, les Kohanim ne devraient jamais boire de vin. Maintenant, le rabbi nous dit la chose suivante. Il faut comprendre que il y a une solution. Quand quelqu'un a bu un verre de vin, pas parle de quelqu'un qui est mamache, chicor, ivre, mais quelqu'un a bu un verre de vin. Il a bu quelque chose. Il y a plusieurs solutions dans l'agma, dans l'halakha, pour faire en sorte qu'on s'ouvre l'esprit, on se nettoie un peu là, pas se nettoie, je veux dire, on s'ouvre la tête, on fait partie les effets du vin. Entre autres, c'est marcher 1 000. Si quelqu'un a marché 1 000, 1 000, c'est à peu près je sais pas, un mile américain, ça fait un peu plus d'1 kilomètre. Il y a une discussion exactement dans les poskim comment c'est à peu près un tiers d'heure, entre 18 minutes et 24 minutes. Okay? Maximum 24 minutes, c'est l'opinion de ce que c'est qu'1 000.
une personne marche 3000 par heure. Donc, 1000, on peut marcher pendant 1000, au maximum 24 minutes, et ça enlève les effets du vin. Donc, imaginons que Mashiach arrive, et que ce Kohen aujourd'hui a bu du vin et que c'était son jour. Bah, il a le temps de faire un petit le tour du pâté de maison, si on peut dire, il va se promener pendant 24 minutes, au maximum, ça peut être 18 minutes, entre 18 et 24, et après, il est bon à travailler au Beth Amikdash. Alors, pourquoi est-ce qu'on, d'après cette opinion, pourquoi est-ce qu'on lui dirait de ne pas boire de vin toute l'année? Aucun jour. Qu'il boive du vin, et quand Mashiach arrivera, il va marcher un petit peu, et ça y est, mais ça va prendre du temps, jusqu'à qu'on ait le Beth Amikdash. Clairement, nous explique le Rabbi, c'est que d'après cette opinion-là, on n'a même pas 24 minutes. Depuis le moment où Mashiach arrive, jusqu'au moment où on a un Beth Amikdash opérationnel, on a même pas le temps, ce Kohen n'aura même pas le temps d'aller se promener un petit peu pour éliminer les effets du vin. C'est-à-dire qu'on peut avoir le Beth Amikdash, là je suis en train de dire ça, dans moins de 24 minutes, le Beth Amikdash est déjà prêt à opérer. Et on a besoin d'avoir un Kohen qui soit prêt. C'est facile, quand on y pense, à ça, d'après cette explication, ça veut dire que les gens disent, ouais, mais Mashiach il n'arrivera pas, combien de temps ça va prendre, etc. D'après la halakha, encore une fois, ce n'est pas la halakha, parce que la halakha est l'opposé, que les Kohanim, étant donné qu'ils ne savent pas à quelle famille ils appartiennent, etc., quel jour ils sont censés travailler Beth Amikdash, ils peuvent boire du vin n'importe quand. Mais d'après l'autre opinion qui nous dit que non, ce n'est pas possible, quand Mashiach arrivera, il faut qu'il soit prêt, eh bien, d'après cette opinion-là, ça veut dire que le Beth Amikdash, pour être prêt et opérationnel en moins de 24 minutes, ou peut-être même en moins de 18 minutes, je ne sais pas si ça fait une grande différence de 5-6 minutes, mais disons. C'est extraordinaire quand on y pense. Alors, je referme cette parenthèse-là, deuxième parenthèse, et on revient à notre histoire. Donc, dans notre histoire, dans la paracha de Shmini, Hachem dit à Aaron, c'est une paracha qui était dédiée uniquement à Aaron, Moshe n'était pas présent, mais d'abord Hachem et Aaron, qu'on ne voit pas souvent, Yain veshechar al tishte, de ne pas boire de vin, pas d'alcool, avant de faire d'entrer le Beth Amikdash. Par contre, dans notre paracha, parachat Achemot, il y a une autre halakha qui découle de ça. Voilà ce qu'ils sont entrés. Ils sont entrés dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, pas comme il faut. Et on a donc toute une halakha. Bezot yavo el Kodesh. Voilà comment on peut rentrer dans le Kodesh HaKodashim. On a toute la liste des choses à faire. Ve'al yavo el Kodesh b'cholet. Et on ne peut pas rentrer dans le Kodesh n'importe quel moment. Deux choses à faire. Donc on a deux mitzvot qui sont le résultat direct de cette histoire-là. Une, c'est que le Kohanim ne peut pas boire de vin. Et une deuxième, c'est qu'on ne peut pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh HaKodashim. Ça va être d'ailleurs une fois par an, le jour du Yom Kippour, et après certaines procédures. On ne peut pas rentrer dans le Kodesh. Deux mitzvot. Ce que j'expliquais aussi la dernière fois, on a parlé de ce concept-là, de cette histoire, c'est que ces deux choses-là nous donnent effectivement des raisons différentes de ce qui s'est passé vraiment par rapport aux enfants de Aaron. Parce que clairement, quelle était leur faute? Alors, il y a plusieurs opinions. Il y en a qui disent qu'ils ont été ch'touïaïn, ils sont rentrés, ils étaient ivres. D'autres qui ont dit qu'ils ont été morés à l'achal ifnei rabam, ils ont été posés que l'alacha devant le Rav, devant Moshe Rabbeinu. D'autres qui disent qu'ils sont rentrés, que c'était un esh zara, un feu qui était étranger parce qu'ils ont pris du feu, ils ont allumé du feu alors qu'ils étaient censés faire l'ectoret à partir du misbéach, du grand misbéach, là où il y a les animaux qui brûlent. Pourquoi? Parce que le pasouk nous donne plusieurs conséquences de cet acte-là. Mais en tout cas, on a ces deux halachot qui découlent de cette histoire. Et ce que le Rabbi nous explique, c'est que ces deux halachot-là, en fait, font passer deux messages par rapport à toute l'histoire de Nadav et Avihu. Alors, quelle est la grande leçon de l'histoire de Nadav et Avihu? La grande leçon de Nadav et Avihu, c'est, comme le Rachem Akadosh encore une fois nous le dit, c'est basé sur un midrash aussi, qui est ce qu'on appelle Ratso sans chauve. Ils ont désiré une proximité avec Hachem, sans vouloir ramener cet enthousiasme, cet excitement, cette joie, ce désir d'être près d'Hachem, sans le ramener ici sur terre. En d'autres mots, ils ont voulu quitter ce monde, le rationnel du monde, pour être connecté avec Hachem. Et on n'a pas besoin d'être ici, on veut juste être connecté avec Hachem. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle on nous dit, les Mefarshim nous disent qu'ils n'étaient pas mariés, justement pour la même raison. C'était des gens qui cherchaient une vie complètement spirituelle et ne pas partir de ce monde, partir de ce monde. De manière générale, c'était une difficulté pour cette génération apparemment, puisque
leur compréhension de ce que Hachem attend est un peu différente de ce que nous, maintenant, comprenons, ou voyons, je ne sais pas si c'est le mot, c'est comprendre, parce que je pense qu'ils l'ont compris aussi, mais notre expérience à nous, dans notre vécu. Mais ça, c'est vraiment une histoire je pense que c'est depuis Adam Arishon, si on peut dire, jusqu'à l'avenue du Mashiach, c'est un petit peu le, le challenge, si on peut dire, du peuple juif, le challenge du monde, le challenge de la création, qui est de trouver l'équilibre entre vraiment ramener Hachem sur terre sans s'embourber dans notre vie physique. Et c'est un équilibre qui n'est pas évident du tout. Parce que d'un côté, si on se dit, OK, du bout du compte, notre vie, elle est ici sur terre, c'est ce que Hachem veut, etc., et qu'on oublie un peu ou qu'on met un peu de côté la spiritualité, on s'embourbe dans ce monde-là. On perd notre connexion avec Hachem. Le Baal Shem Tov nous donne un machal sur ça. Le Baal Shem Tov nous parle d'un roi qui avait un fils excellent, très doué, très intelligent, qui a fait toutes les bonnes écoles, etc. Et ce roi dit, bon, ben, maintenant mon fils a fini les grandes écoles, Sciences Po, on va l'envoyer dans une mission diplomatique pour aller civiliser un certain endroit. Donc, il envoie son fils dans cet endroit-là, dans une ville, une île lointaine, où il n'y avait que des sauvages à l'époque, et ce n'était pas encore vraiment connecté avec la couronne. Et il dit, ton job, c'est de faire en sorte que ces gens-là se sentent comme faire partie du royaume et de l'empire, et qu'ils payent les impôts, et qu'ils fassent partie de notre civilisation. Bon, le prince arrive là-bas, avec tous ses beaux degrés, ses beaux diplômes, et il a toute une stratégie, etc. Il dit, bon, attends, je ne connais personne, je ne connais pas vraiment la langue, je ne connais pas les us et coutumes, je vais me faire copain-copain avec les gens. Une fois que j'ai créé quelques liens, une fois que j'ai compris un peu comment la culture marche, à ce moment-là, je passe au travail. Donc, il dit, c'est quel est le meilleur endroit là, pour aller rencontrer des gens? Ben, je vais aller au bar, je vais m'asseoir, prendre un commandé chemin, un whisky, quelque chose. J'attends que les gens viennent, on se parle un peu avec les mains, un peu en anglais, un peu en hébreu, je ne sais pas. Et on va se faire comprendre, et puis je vais devenir copain, je vais comprendre un peu tout ce qui se passe, et après quelques mois, je pense que c'est bon. Donc, le prince, ça va là-bas, il suit sa méthode, il commence à devenir copain, il se fait des amis, ils sortent ensemble, etc. Mais au fur et à mesure du temps, il devient de plus en plus confortable dans son rôle d'ami. Et il sort avec les gens, je ne sais pas s'ils vont au billard, et bon, ils prennent du bien ensemble, etc. Mais il a un peu oublié sa mission. Il n'était pas là juste pour devenir ami avec ces gens-là. Il était là pour d'abord, peut-être effectivement, prendre des connaissances, faire des contacts, mais au-delà de ça, se servir de ces contacts-là, de ces connaissances, de la connaissance de la langue, pour pouvoir les influencer, les transformer. Mais malheureusement, il a oublié ça. Les mois passent, son père de son côté n'a aucune nouvelle, et puis après quelques temps, il lui envoie une lettre en disant, voilà mon fils, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça en est, etc. Le fils avait presque oublié la langue de son pays, il avait presque oublié ses origines, pourquoi il était là. Mais en recevant cette lettre avec le sceau royal, tout ça, c'est lui revenu, il a dit, oh là là, il est temps de reconnecter. Il a décidé, je vais partir à la maison, je vais me rattacher pour me reconnecter, pour reprendre des forces, pour reprendre mon identité. Et après, je pourrai repartir de manière fraîche, avec un sens de mission assuré. Donc il voyage, alors il est habillé, ça fait déjà longtemps qu'il est parti dans cette île, il est habillé, je ne sais pas, en t-shirt et un short un peu déchiré, les cheveux longs, la barbe, je ne sais pas, disons un peu comme ça. Et il arrive devant le palais et il essaie de rentrer dans le palais. Alors bien sûr, les gardes l'arrêtent et il essaie de communiquer, il a oublié la langue de son pays, il essaie de communiquer qu'il est le prince qui veut rentrer, etc. Les gens, ils voient un hippie, un sauvage, ou qui parle même pas la langue, qui essaie de rentrer, mais il dit, ah, hors de question, il ne passe pas. Alors il essaie de leur expliquer que c'est le prince, ils ne comprennent pas, ils rigolent, ils disent, mais c'est n'importe quoi, ce type-là, qu'est-ce qu'il raconte, etc. On ne le laisse pas passer. Alors il décide de se mettre devant la fenêtre de son père, du bureau de son père. Il se rappelait où était la salle du trône, il se met devant la salle du trône, il commence à prier, à crier, papa, papa, en espérant que son père, entendre le son de sa voix, il le reconnaisse. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et le père a entendu le son de la voix de son fils. Il arrive tout de suite à la fenêtre. Il a reconnu, à travers les cheveux longs et toute la manière dont il est habillé, etc. Il descend, il le fait rentrer et ils sont réunis. Ça nous dit le Baal Shem Tov, c'est un machal. Le roi, c'est bien sûr Hachem. Le prince, c'est la Neshama.
La Neshama, elle est envoyée sur Terre pour civiliser le corps, pour civiliser le monde, pour révéler Hachem. Alors, la Neshama arrive sur Terre. Quand le Neshama arrive sur Terre, on est bébé, on vient à la naissance. Donc, ça prend un peu quelques temps jusqu'à qu'on s'habitue au monde. Donc, on apprend à parler, on apprend à marcher, on apprend à se nourrir, on apprend à s'habiller, on apprend un peu comment la planète Terre fonctionne. Le problème, c'est qu'après un certain temps, on a un peu oublié qu'on était là pour une mission. On est devenu très confortable dans notre rôle d'humain et on a oublié qu'on était une âme. Alors effectivement, une âme avec une mission habillée dans un corps humain, mais on se considère comme un être humain. On oublie qu'on est une neshama. Alors il y a des moments où on a besoin de se rappeler d'Hachem. Hachem dit entre autres, c'est ce son-là, on crie papa, papa, c'est la voix du chauffard. Mais l'idée est que quoi? C'est qu'on est sur Terre et qu'on peut devenir très confortable. Donc on a besoin d'avoir ce tiraillement d'un côté qui est je suis en mission, je suis ici sur Terre, mais pas parce que je veux être confortable, même si je prends le temps de m'habituer et je trouve que la glace à la vanille c'est très bon et c'est plus agréable de prendre une glace à la vanille que d'étudier peut-être une page de Gemara ou autre chose, d'aller faire Miftaïm ou d'écrire un chèque pour la Tzedaka. Bon, mais de l'autre côté, on a besoin de ne pas oublier non plus sa vraie identité. Donc c'est vrai qu'on s'habitue ici, c'est vrai que la mission elle est ici, mais on ne peut pas non plus devenir trop confortable dans notre mission. C'est un principe de base, un principe général. Les diplomates ont la même chose, mais les diplomates qui sont envoyés à l'étranger, après quelques missions et après quelques années étrangères, ils vont se retrouver au pays natal pour un peu se reconnecter. Après, ils sont prêts à repartir en autre mission. Mais ils ont besoin de se connecter un moment. On a ça aussi, par rapport à notre neshama. Maintenant, si on veut juste quitter ce monde en disant je ne suis pas d'accord pour la mission, c'est trop difficile, etc., on ne fait pas non plus ce que Hachem veut. Hachem veut qu'on soit en mission. Alors, ce n'est pas facile. Comme Rabbi avait dit une fois à quelqu'un, que non, on n'a pas de contrat, on n'a pas d'accord avec Hachem, que les choses vont être faciles. Effectivement. Le Rabbi avait demandé une fois à quelqu'un de lui rendre un service. Il a dit voilà, si vous partez dans un tel et tel endroit, je voudrais vous demander un service, vous pouvez me faire quelque chose pour moi. Bon, ce monsieur, qui n'était pas un Chabad, est revenu après quelques temps. Il a dit au Rabbi, vous savez, Rabbi, je veux juste vous dire, j'ai fait ce que vous m'avez demandé, mais ce n'était pas facile. C'était très difficile pour moi de le faire. Le Rabbi a dit depuis quand est-ce qu'on a un contrat, un accord avec Hachem, que les choses vont être faciles. Bon, hier soir, j'ai vu une vidéo du Rabbi. Il parlait de la barbe, d'encourager quelqu'un à se faire pousser la barbe, de laisser la barbe, et il lui a donné le bracha. Il a dit que les choses ne soient pas plus difficiles qu'elles ont besoin d'être. Il a dit, bon, ça va être difficile, il y aura des difficultés, c'est comme ça. Mais juste, je te donne une bracha que ce soit pas plus difficile que ça a besoin d'être. Donc on est dans un monde, effectivement, les choses sont difficiles. La réaction normale, instinctive du neshama, c'est presque, je dirais, mal il azot. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être dans ce monde-là? Et de vouloir reconnecter avec Hachem. Et ça, c'est le message de la paracha, ou des deux parachiotes, qui est ne pas boire de vin et ne pas rentrer n'importe quand dans le Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi nous dit que, de manière générale, on pourrait diviser le peuple juif en deux catégories. Il y a les gens qui sont dans le monde de la Kedusha, et il y a les gens qui sont dans le monde des affaires du travail. Leur monde, ce n'est pas un environnement, c'est pas un environnement de Kedusha nécessairement. Pas qu'il n'est pas de Kedusha, dans le sens où ils se trouvent au travail, avec des non-juifs, rendez-vous de travail, etc. Pas le monde de la Torah. Et de l'autre côté, il y a des juifs qui sont leur monde, c'est le monde de la Torah. Il est Rosh Hashiva, il est Mashpia, un Moré, c'est un monde différent, un monde complètement différent. Alors, la personne qui vit dans le monde de la Torah, la personne qui vit dans le monde de la Torah, s'est dit, après moi, le monde, il n'est pas si mal que ça, dans le sens de quoi? Moi, je suis dans le monde de la Torah. Je suis Moré au Cheder, Rosh Hashiva, Mora. Mon monde à moi, c'est le monde juif, c'est un monde juif. Donc, le monde, il n'est pas si mal que ça. Mais, dans le monde dans lequel je vis, je ne peux pas 100% me connecter avec Hachem. Et si je me connecte avec Hachem à 100%, ce n'est pas aussi bien que si je n'avais qu'une neshama. Parce que j'ai besoin de passer du temps à dormir, j'ai besoin de passer du temps à manger, j'ai besoin de passer du temps à sortir, je ne sais pas, à m'occuper des enfants ou autre chose. Il y a tout un tas de distractions par rapport à mon étude de la Torah. Et il y a des jours où j'ai mal à la tête, il y a des jours où je suis fatigué, il y a des jours où je n'arrive pas à me concentrer. Clairement, ce serait beaucoup plus facile d'étudier la Torah, de se connecter avec Hachem si on était juste un neshama. Donc, une personne fait le calcul en disant, si je peux étudier la Torah ici, dans un monde de Gdusha,
Si j'étais juste une neshama, ça aurait été tellement mieux. Donc on veut quitter ce monde-là. On veut partir de ce monde-là en disant, je veux me connecter avec Hachem. La seule chose que je veux, c'est me connecter avec Hachem. Et là, la Torah nous dit 30 secondes. Yain v'shechar al tishte. Ne deviens pas shikor, ne deviens pas ivre de la Torah. Bien sûr, c'est plus agréable. Bien sûr, en tant que neshama, toi, tu veux te connecter avec Hachem par rapport à la Torah, etc. C'est super, c'est beau, c'est noble. Et elle vaille, moi, personnellement, que j'ai ce désir-là où je ne veux que ça. C'est très bien. Mais n'oublions pas derrière que Hachem nous a donné une mission. Et qu'Hachem veut que la Torah, on l'étudie ici, bas, sur terre. Pas juste mon neshama étudie la Torah, mais que mon corps physique étudie la Torah, et que mon cerveau physique, matériel, d'âme animale, si on peut dire, puisse comprendre le divin. Parce que quand j'étudie, en ce moment dans le Rambam, on étudie la Halachot de Kiddush HaChodesh. C'est l'astronomie. Quand j'étudie l'astronomie, et que je comprends ce que je suis en train d'étudier, etc., et que je comprends que le soleil se lève, et la lune se lève à tel et tel moment, et comment tout ça, ça marche, c'est mon monde à moi qui devient un monde de Torah. C'est ma manière de regarder le soleil, les étoiles, qui devient mon Torah. C'est mon cerveau qui est capable de calculer 2 plus 2, ça fait 4, qui n'est pas nécessairement un concept de Torah, et de voir la Kedusha, de me connecter avec Hachem en servant de mon cerveau physique, matériel, de mon âme animale, pour étudier les mathématiques de la Torah. Et là, on a un impact réel qui n'est pas juste un confort spirituel, mais on a créé quelque chose de différent dans le monde. On a fait une différence parce que le monde maintenant a changé et le monde maintenant est encore plus proche d'Hachem parce que le monde, dans ses paramètres, s'est connecté avec Hachem. Pas juste le monde de la Neshama qui a toujours été connecté avec Hachem, mais les mondes des mathématiques, les mondes de l'astronomie, les mondes de n'importe quoi. Encore une fois, si je sais que je fais une bracha sur, je sais pas, sur la glace à la vanille, que j'étudie la halachot de comment est-ce que, quel est la halacha, quel est le din de la vanille, par exemple, parce que la vanille ça aide, parce que la gousse de vanille ça pousse sur un arbre, parce que la vanille c'est chez Akol, etc. Tout ça, je suis en train de, tout ça, je suis en train de créer un monde, une réalité physique. Cette gousse de vanille là, ça devient maintenant du divin. On compte qu'il y avait un rave qui, jeune rabbin, qui venait d'étudier, finir ses études à l'Eshiva, et il arrive dans un village, et il a sa première question de cache-route. Question de cache-route, c'est sur une partie d'un oiseau, du poulet, qu'on appelle le gésier, en hébreu, c'est le korkevan. Et donc, une femme qui lui amène ces chats-là, sur le korkevan, il y avait un problème dans le korkevan, dans le gésier. Et il examine, et la femme a l'impression que le rabbin ne sait pas vraiment à quoi il regarde. Et il ne sait pas trop dans quel sens le prendre. Alors, cette dame lui dit, Monsieur le rabbin, il dit en yiddish, c'est le popek, c'est le korkevan. Il dit, oh, si c'est le korkevan, alors la halakha, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Pourquoi? Parce que lui, il a pris la théorie, il a pris dans les Sfarim, que si le korkevan, il a un trou de telle et telle chose, il y a des fois, il y a l'oiseau, le poulet ou la poule a ramassé un petit clou ou quelque chose comme ça, et que ça a pu faire un trou quand c'est passé dans le système digestif, voilà la halakha. Pour lui, le korkevan, c'est un concept de Torah. Ce n'était pas un bout de miel, un bout de viande. Maintenant qu'il a répondu à cette sheila, ce korkevan-là, c'est devenu un concept de Torah. Ce n'est pas juste un bout de viande. Quand on a une sheila sur la viande, quand on a une sheila sur une casserole bassarique avec laquelle on a mélangé le café au lait, etc., maintenant, tout ça, c'est devenu des concepts de Torah. Ce n'est pas juste une casserole, ce n'est pas juste une cuillère au lait ou cuillère de viande dans un café au lait. C'est une souga dans la Torah. On a transformé le monde. Donc on dit au Talmid Chacham, ne sois pas ivre de la Torah au point où tu veux quitter ce monde-là. Il faut que la Torah soit appliquée ici sur terre. Ça, c'est une chose. De l'autre côté, il y a une autre leçon pour un autre groupe de juifs, qui est ceux qui sont dans le monde-là. Ceux qui travaillent. Ils doivent prendre le métro. Et ils doivent faire au travail avec des blagues antisémites peut-être. Il y a des patrons qui sont goy. Et toute la journée à gérer des dossiers de chez va savoir quoi, des histoires d'assurance, de comptabilité. Mais au bout du compte, comment on va faire? Pourquoi on fait tout ça? C'est la Shem, la Torah et les mitzvot. J'ai besoin de m'occuper de dossiers de comptabilité d'un client, machin. Mais pourquoi tout ça? Et des blagues oiseuses, oui, mais etc., sur les Juifs, sur Israël.
Un levaï, on pourrait être à l'Yeshiva toute la journée et pas gérer ses histoires. Là, c'est une personne qui voudrait se sauver dans le Kodesh, dans le Saint des Saints. Il a dit, le monde, mais c'est un casse-tête. J'ai affaire à des patrons, il faut que je m'explique pour le Shabbat, et les machins, et les fêtes, et le mois de Tishri, c'est à chaque fois c'est un mardi, un lundi et un mardi, et j'ai fait que toute la mois, j'ai pas été travaillé, et c'est des angoisses. Si je pouvais juste étudier à l'Yeshiva toute la journée, ce serait très bien. Pas trop collé à l'Yeshiva. Et ça peut être même des fois dans les gens pour qui leur business c'est la Torah, dans le sens les gens qui doivent lever des fonds. Et il faut faire plaisir aux donateurs, il faut leur dire bonjour et au revoir, et donner des attentions, dire qu'on aurait pu étudier une page de Gemara, mais au lieu de ça, il faut que j'aille leur envoyer des fleurs. On est dans un monde, et ce serait tellement plus facile si c'était juste dans le monde de l'Akdoucha. Donc des fois, l'autre catégorie de gens, c'est des gens qui veulent se sauver à la Kodesh, faire le Saint, rentrer dans le Saint des Saints. Et le Torah nous dit, Val Yavo Pocholet la Kodesh, on ne peut pas rentrer dans le Saint des Saints tout le temps. Notre mission, elle est ici sur Terre. Vezot Yavo la Kodesh. Comment est-ce qu'on va rentrer dans le Kodesh? Le Par Ben Bakar, Vaïl Echad, avec des animaux, etc. Comment? Oui. Quand on fait les mitzvot ici sur Terre, et qu'on doit gérer tous les problèmes du monde, etc., c'est quand on fait ça qu'on rentre dans le Saint des Saints. Le vrai rentrer dans le Saint des Saints, la vraie Kedusha, la vraie connexion avec les Kedusha, c'est pas juste de se sauver du monde. Non, c'est de s'occuper des affaires du monde. Ça veut dire le patron au travail. Ça peut être s'occuper de la cuisine à la maison. Ça peut être s'occuper de faire les ménages, de faire les courses, de changer les couches. Pas de s'enfuir de la réalité physique. Au contraire, de rester dans ce monde-là et dans ce monde-là de faire entrer Hachem. Encore une fois, on a besoin, c'est bien, c'est sain de vouloir vivre une vie spirituelle. C'est bien de le vouloir. Mais après, il faut se dire, OK, Hachem veut que je sois là, que je m'occupe de ma famille, que je m'occupe de mes enfants, je parle avec ma femme ou avec mon mari, qu'on ait des conversations sur les courses, et qu'on ait des conversations sur le travail, et sur l'évier qui fuit, et les histoires de mon patron, de ma patronne, et des gens qui travaillent avec moi. Tout ça, Hachem le veut pour qu'on puisse être ici sur terre et révéler Hachem. Et c'est comme ça, Bezot Yavola Kodesh, c'est comme ça qu'on rentre dans le Saint des Saints. Avec ces animaux, avec ces genres de trucs-là, si on peut dire, on pas avec les animaux, entre les sacrifices et le sang des animaux, mais c'est avec ces outils-là, c'est ces outils-là, ces choses-là du monde qui nous permettent de rentrer, d'accéder à Hachem. Il y a un mot de Rabbi Melech de Lizensk qui disait que quand il veut se connecter avec Hachem, il prend une pomme et fait une bracha. Mais imaginez ce que c'est que quand on fait une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei haaretz. Baruch ata. Ata, c'est que je parle à toi, Hachem. Et que si je parle à Hachem, c'est qu'il est en face de moi. Sinon, on dit Baruch Hu, que lui soit béni s'il n'est pas là. Quand je dis Baruch ata, toi, tu es béni, toi, c'est que je suis en train de te parler à toi directement. Et en plus, on se tutoie avec Hachem. Mais là, c'est que tu es en face de moi. Hachem Elokeinu melech haolam. Je te parle à toi. Et non seulement je te parle à toi, mais qu'est-ce que la Chassidut explique que le mot de Baruch veut dire? Ça veut dire Baruch, ça veut dire le faire amener, le faire descendre. Je fais descendre, je prends Hachem, l'essence même d'Hachem, avant même qu'il y ait un nom, c'est son essence même, et je la fais venir ici, Melech Haolam, dans le monde. Tout ça avec une pomme. Ça, c'est un mot d'Abir Melech. On raconte aussi qu'il y avait une fois une neshama qui descendait sur terre. En descendant sur terre, elle rencontre une autre neshama qui, elle, montait sur terre. Montait de la terre, je veux dire, montait vers le ciel. Alors deux chamas se croisent, et la neshama qui est en train de descendre dans le monde, et un neshama qui revient, dit, raconte-moi comment c'est le monde, qu'est-ce qui se passe ici en bas? Et le neshama dit, c'est incroyable. Pour quelques euros, on peut acheter des tzitzit. Ah, pour quelques euros, on peut acheter des tzitzit. Le neshama dit, mais je fonce! Je veux imaginer une mitzvah comme ça, comme les tzitzit. Le neshama est prêt à foncer. Alors l'histoire raconte que un neshama qui dit, attends, ouais, 30 secondes. Je ne sais pas combien c'est difficile de gagner ces quelques euros. Bon, mais le fait ne change pas que, même si c'est difficile de gagner ces euros, avec quelques euros, on peut révéler Hachem ici sur Terre, comme les autres tzitzit. Avec quelques centimes, on peut faire la tzedaka. Combien il faut de mettre à la tzedaka? Et ça transforme le monde en entier. Donc, ce qu'on dit aux gens qui
eux, donc, qu'est-ce qu'on appelle ça, donc, les balais sexes, on peut dire ceux qui ont la responsabilité, une responsabilité lourde de devoir, pardon, être impliqués dans toutes les affaires du monde, pas juste dans le monde de la Torah, mais dans le monde des affaires, dans le monde de l'argent, dans le monde de tout ça. Effectivement, on veut se connecter avec Hachem, il faut avoir ce désir-là. Le moment où on se dit, ok, c'est bon, on se résigne, si on peut dire, on dit, ok, bon, ma responsabilité, c'est de travailler dans ce monde-là. Bon, au moins que je puisse profiter de ce monde-là, c'est là que je dois être, j'en profite. Il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. C'est-à-dire, vouloir se connecter au spirituel, vouloir avoir une vie qui n'est que spirituelle, mais en même temps comprendre qu'au bout du compte, Hachem veut qu'on soit ici, c'est là qu'on fasse les mitzvot. Si on se résigne à ne faire que les mitzvot, à vivre que ce monde-là, on oublie la spiritualité, ça ne va pas se faire. On va être complètement absorbé, si on peut dire, par la réalité du monde. On a besoin de vouloir savoir ce désir-là, on a besoin d'avoir un Shabbat, on a besoin d'avoir un peu de Torah qui nous dise, attends 30 secondes, il y a plus à la vie que juste mettre trop boulot dedans. C'est important, c'est critique. C'est critique de voir avec cette attitude-là. Parce que si on est dans le monde et c'est bon, ça y est, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est fini, on n'y arrivera jamais. On n'arrivera jamais à transformer le monde, à avoir un impact. Parce qu'on se résigne, on dit voilà, c'est ma vie. Ça, c'est important par rapport à tellement de choses. Des fois, on a un travail, on a un travail. On oublie que la raison pour laquelle on a ce travail, c'est pour notre mission pour Hachem. Alors on fait le travail et puis c'est tout. Quand on fait les miftaïm, quand on est sur la Torah, c'est notre moment. Les vacances, c'est les vacances, le travail, c'est le travail, et le miftaïm, c'est le miftaïm. Là, je suis au travail. Quand je prends un peu de temps lors du déjeuner après le miftaïm, là, je fais miftaïm, mais là, je suis au travail. Non. La raison pour laquelle on est au travail, c'est pour le miftaïm. C'est pour rencontrer des gens, leur parler de Torah. Si c'est des juifs, on leur explique une chose. Si c'est des non-juifs, on leur parle de leur mitzvot à eux. Quelle que soit la chose, on travaille 24 heures sur 24 pour Hachem. Donc on a besoin d'avoir ces deux choses-là et c'est important d'avoir ces deux choses-là. Donc ça, c'est le message de la paracha, ou de cette idée-là, pas nécessairement toute la paracha. La paracha, il y a tellement de mitzvot. Après, dans Kedoshim, Kedoshim Tio, c'est d'être saint. Saint, la chassidut, c'est quoi? C'est d'être un peu détaché. Donc on a besoin d'avoir ce détachement-là. C'est critique. C'est critique de se dire, je ne fais pas partie de moi. Ça, d'une certaine manière, le peuple juif, un juif, là, de manière innée, on sait qu'on ne fait pas partie du monde à 100%. On sait qu'on est un peu différent. Et si on ne sait pas, si on l'oublie, Nico nous le rappelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est inné. Mais comprendre que si on est différent, c'est pour une raison. C'est pas juste pour s'offrir, mais c'est parce qu'on a une responsabilité. On a une responsabilité. C'est comme d'être parent, d'être adulte, d'être éducateur. On est les éducateurs du monde. Et un éducateur ne peut pas se dire, OK, je vais être copain-copain avec mes élèves. Ça ne marchera pas. Alors, bien sûr, il faut être proche, avoir une proximité, que ce soit les éducateurs avec les enfants, éducateurs en tant que parents avec les enfants. On n'est pas leurs copains. On veut avoir une proximité. On veut qu'ils nous parlent. On veut que les portes soient ouvertes et qu'on se traite avec respect, qu'on se parle avec amour, etc. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais on n'est pas leurs amis. On n'est pas leurs amis. Donc, ils ne vont pas nous appeler par notre prénom. Et on a la responsabilité, pas juste de leur laisser faire ce qu'ils veulent, de leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, de leur expliquer le bien, le mal, la discipline, ça, c'est notre responsabilité en tant qu'adulte. De leur donner ces paramètres, et c'est une certaine sécurité. Disons, il y a quelqu'un qui est derrière toi, il y a des adultes qui sont responsables, qui sont derrière toi, mais qui vont aussi te dire, qui vont t'enseigner. Tu n'es pas livré à toi-même. Donc nous, par rapport au monde, on a cette responsabilité. Donc on a besoin de se sentir un peu différent. On n'est pas les copains de tout le monde. On a des relations avec qu'elles soient cordiales et amicales si nécessaire, mais il y a une différence, c'est qu'on a une mission. On est là pour les éduquer. Et si on n'est pas à cette mission, c'est qu'il nous manque un peu quelque chose dans ce qu'on fait. Donc, que Dieu fasse qu'on puisse vraiment ressentir ces deux choses-là, c'est-à-dire vraiment vouloir se connecter avec Hachem, se dire, mais au revoir, je veux partir de tout ça, c'est pas ma vie c'est Hachem, et comprendre que si ma vie c'est Hachem, dans ce cas-là, il faut que je revienne, je remette les pieds sur terre, que je fasse la volonté d'Hachem, ce qu'on appelle le Shul, et de voir faire les mitzvot ici sur terre, mitzvot et l'étude de la Torah. Donc, qu'on soit dans le monde de la Torah, et on va être complètement rempli uniquement de la vie d'Hachem, ou dans notre vie de Hachem, bien qu'on soit dans le monde des affaires, on veut quitter ce monde-là en disant ce monde-là, c'est tellement, tellement de mensonges, tellement de politique, c'est tellement d'histoire, j'en peux plus. Quelle que soit notre vie, il faut comprendre qu'on a une mission à faire. Que la mission prend le dessus par rapport à notre confort personnel.
parce qu'au bout du compte, c'est ce que Hachem veut de nous, c'est pour ça qu'il nous a créés, c'est pour ça qu'il nous a mis ici sur Terre. Et l'idée, et le but, c'est quoi? C'est de faire venir Mashiach. C'est que dans notre monde à nous, on puisse retrouver, créer et retrouver la relation avec Hachem qu'on attend tellement, mais qu'on la fasse ici, sur Terre. Et que Bezrat Hachem, très très vite, ce sera révélé avec l'avenue du Mashiach, le Meir Abyameinu Mamash. Amen. Chazak, chazak.